à tous. Merci d'avoir rejoint ce webinaire pour voir comment on peut assurer la transition des grandes cultures avec le nouveau programme PRAM. Donc PRAM, c'est prise de risque amont aval et massification des pratiques visant à réduire l'usage des produits phytosanitaires sur les exploitations agricoles. C'est un programme qui est opéré par BPI France et à l'initiative du SGPE, donc Secrétariat Général à la Planification Écologique. Donc, avec Terrinovia, on a pris l'initiative de ce webinaire parce qu'il nous semblait important de montrer qu'on pouvait proposer aux différents acteurs pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif au niveau de leurs organisations. Alors, nous allons être 3 intervenants. Donc Anne Laurent, qui est directrice des programmes agriculture, alimentation, santé et pollution au secrétariat général à la planification écologique. Elle pourra, ça dépend des services du Premier ministre, elle pourra peut-être nous rappeler le rôle du secrétariat général. Ensuite, nous aurons Delphine de Fornel, qui est chef de projet Cap Agronomie chez Terrinovia, et moi-même qui suis président et cofondateur de Diagorisque, qui est une société où on développe des plateformes d'évaluation de risques en agriculture et où on essaiera de montrer comment on peut approcher ces questions de risque. Sur les objectifs, on va se concentrer sur le volet 1 du dispositif PRAM pour voir quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'un dispositif assurantiel. Ensuite, on regardera comment articuler cette couverture de pertes exceptionnelles avec un accompagnement technique et des incitations financières. Et puis, faire peut-être aussi un zoom pour regarder comment on peut passer de l'approche par culture à une approche système de production. Et on essaiera de répondre à vos questions dans la mesure du possible. Et dernier objectif, c'est de voir si on peut identifier d'ores et déjà des dispositifs intéressés pour répondre à l'AMI. Je rappelle que cette AMI a une date de clôture au 29 novembre. Donc, on a encore un petit peu de temps, mais il faut quand même construire d'éventuelles réponses pour ceux qui seraient intéressés. Alors, si on commence par les attendus de PRAM, je vais laisser la parole à Anne Laurent, qu'elle nous précise en fait quelles sont les ambitions que portent le SGPE et BPI France au travers de ce dispositif. Alors, merci. Ouais. Donc, la stratégie Ecophyto, donc pour un peu resituer, ça a été co-construit en interministériel, donc avec les ministères de l'Agriculture, de l'Écologie, de la Santé, de la Recherche et des Outre-mer. C'est un travail qui s'est basé à la fois sur une revue documentaire et aussi des entretiens avec un grand nombre de parties prenantes. Donc, cette stratégie, elle couvre de nombreux sujets. C'est effectivement la slide suivante. Et donc, dans ces nombreux sujets, on a le sujet de l'accompagnement à la transition, et c'est dans ce cadre que s'insère en fait l'AMI, prise de risque amont aval et massification, donc qui est portée par BPI France, c'est donc dans le cadre de France 2030 et donc du SGPI, donc le Secrétariat Général pour l'Innovation. Donc pour revenir peut-être à l'origine de ce dispositif, nous avons eu un peu 4 convictions, et donc c'est aussi ce dispositif n'est pas qu'un objet SGPE, mais c'est interministériel aussi, donc SGPE, SGPI et puis l'ensemble des ministères qui ont participé. Donc ces convictions, c'était le fait que, donc la première, c'est qu'on a de nombreuses solutions qui existent déjà, à la fois dans les réseaux des fermes défis, mais aussi en fait dans des exploitations plus en avance sur la réduction des phytos. Dans des instituts techniques, des instituts de recherche, certaines coopératives des conseillers. Donc, il y a déjà beaucoup de solutions. La deuxième, c'est qu'il y a de nombreux freins à la massification au niveau des agriculteurs, que ce soit les habitudes, la difficulté d'appropriation des références techniques, le manque de formation, d'accompagnement, les investissements et bien sûr les incertitudes économiques. La troisième, c'est que des freins existent aussi pour l'aval, et donc on a besoin d'une prise de risque pour l'ensemble de la filière pour pouvoir arriver à massifier. Et enfin, nous sommes convaincus que de nombreux acteurs se posent des questions sur ce sujet de prise de risque et attendent un dispositif qui permette un financement public-privé.
c'est vraiment sur cette base que s'est construit le dispositif PRAM, et on pense que ça peut porter à des réflexions sur le sujet donc au large de la prise de risque, comme l'incitation, l'assurance, l'accompagnement, les modèles économiques, et donc ça peut amener à beaucoup de réflexions. En termes de concrètement, à quoi ça peut ressembler un projet PRAM, donc si on passe à la slide suivante. Donc l'idée, c'est d'avoir un acteur économique de l'aval, donc que ce soit une coopérative, un négoce ou un acteur qui en fait est engagé avec des agriculteurs, et d'avoir un certain nombre donc d'exploitations qui soient engagées. Là, je note aussi sur le sujet de massification, on s'attend à ce qu'il y ait une dynamique au cours du projet et pas forcément que 100% des exploitations soient engagées dès la première année, mais qu'on ait une dynamique de massification. Ce qu'on souhaite aussi, c'est un combinatoire de solutions. On voit bien que les recherches, les expérimentations, elles sont souvent faites sur un levier. Par exemple, la sélection variétale ou la substitution par du biocontrôle, mais assez peu avec une combinaison qui est pourtant nécessaire pour justement arriver à faire une réduction de produits phyto. On attend aussi un consortium d'acteurs, donc d'avoir en fait un certain nombre de parties prenantes qui vont appuyer l'acteur économique des agriculteurs, que ce soit avec du conseil, avec de l'assurance, avec des financements complémentaires, par exemple portés par des agences de l'eau, d'autres suivis technico-économiques. Donc on pense qu'il y a un très grand avantage à avoir un consortium relativement pluridisciplinaire et avec des profils assez variés. Sur le dispositif, un webinaire sera organisé avec BPI France le 17 octobre à midi. On pourra présenter plus en détail le dispositif et répondre aux questions sur celui-ci. Et puis peut-être pour finir et faire le lien, pour définir ce projet, on s'est beaucoup inspiré de projets existants, notamment le projet Arubico ou Vitirev, qui nous a apporté un éclairage intéressant sur la composante assurantielle. Votre micro est coupé, Luc. Si vous voyez la présentation. C'est bon, merci. Oui. Ok, bon, alors j'ai ces petits problèmes de bascule. Voilà, donc avec Kerinovia, on accompagne en fait le projet Arubico qui porte sur les deux volets, effectivement, vigne et colza, et c'est ce qui nous amène en fait aujourd'hui à vous proposer les approches qu'on teste et qu'on veut envisager sur plus particulièrement le colza. Alors, si on parle en fait de la question de savoir quand est-ce qu'on peut avoir besoin d'un dispositif assurantiel, ça va nous amener déjà à la question de savoir pourquoi. Alors pourquoi c'est que lorsqu'on remplace une culture par une culture ou une pratique, une culture conventionnelle par une culture ou une pratique plus neuve, on a tendance à augmenter le risque. Et là, vous avez la carte de ce qui correspond au niveau de risque qu'on a lorsqu'on remplace un blé tendre par un pois, et où on voit que selon les régions, on est amené en fait à multiplier le risque pris par l'agriculteur entre 2 et 10. Voilà. Et donc, partant de ce constat, ce qui semble, c'est qu'il peut être intéressant de sécuriser pour accélérer l'adoption des nouvelles pratiques. Alors, comment faire? On vous propose en fait 4 questions pour aborder cet aspect et voir comment on peut mieux partager le risque entre les différents acteurs d'une filière.
Alors, premièrement, on va considérer ce que porte cette innovation comme risque et voir si c'est effectivement un risque qui est significatif à l'échelle de la production. Si c'est le cas, si ce n'est pas le cas, c'est de toute évidence, il n'y a pas besoin de sécuriser. Si c'est le cas, on va se poser la question de voir comment on va pouvoir le limiter par la prévention et l'accompagnement. Si ça ne suffit pas, derrière, il faut voir si on peut compenser ce risque par une prime, par exemple, qui serait liée à cette nouvelle pratique, ou par une assurance ad hoc pour aller plus loin et couvrir notamment des pertes qui seraient potentiellement importantes. Le deuxième point, c'est d'arriver à s'assurer que chaque exploitant a bien la capacité à assumer le risque résiduel, c'est-à-dire le risque limité par des actions d'accompagnement et limité par des contributions financières ou une assurance. À partir de là, on va changer un peu de niveau. On va regarder si le risque se cumule de l'aval vers l'aval de la filière, hein, et ce qui pourrait justifier en fait un besoin de réassurance à l'échelle d'une coopérative, d'un négoce ou d'une industrie agroalimentaire, qui se retrouverait exposé par rapport au caractère systémique qu'on a fréquemment en agriculture. Et puis la dernière étape, c'est au niveau de la gouvernance, de mettre en place des dispositions qui vont permettre de partager en fait ce risque entre les acteurs et les incertitudes. Pourquoi? Parce que ce qui nous semble, c'est que on est sur des dispositifs qui sont en construction, qui sont dans une construction dynamique et qu'à partir de là, si on veut mobiliser, il faut pouvoir se mettre en capacité de les ajuster. Nous, à ce stade, on va se concentrer sur les deux premiers points et on vous propose donc un dispositif de sécurisation qui va se construire autour de 4 composantes. La première composante, c'est une composante de formation. Hein. Bon, ça a pour objet classiquement de porter l'apprentissage et de faire la promotion des nouvelles pratiques qu'on souhaite encourager. Ça va aussi contribuer à prévenir le risque. Deuxième composante, c'est une disposition d'accompagnement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on engage cette nouvelle pratique, on change un peu des habitudes, on change aussi les réflexes qu'on peut avoir, et il semble aussi, à partir de là, nécessaire d'avoir des dispositifs d'alerte, hein, de façon à pouvoir mettre en place des correctifs précoces. Ça va aussi, ce dispositif d'accompagnement, permettre un ajustement progressif des pratiques, et ça contribuera au calibrage continu du système. Donc ça, ces aspects-là vont nous permettre en fait de prévenir progressivement les risques et de limiter. Troisième aspect, il faut mettre en place des incitations. Les incitations, elles visent à valoriser les efforts qui sont faits par les acteurs, et puis à compenser la baisse de performance ou des surcoûts récurrents qu'on observe et qu'on observe notamment fréquemment lors des premières phases de transition. Et puis, quatrième aspect qui est plutôt neuf et dans les dispositifs, puisque ce n'était pas envisagé comme tel jusqu'à présent, c'est de proposer des dispositifs assurantiels. Alors, par facilité de langage, on va appeler ça une assurance. Ça peut prendre d'autres formes, mais ces dispositifs, ils ont pour objet en fait de couvrir des pertes exceptionnelles qui peuvent être dues en fait aux inconnus qu'on a sur ces nouvelles pratiques avec des conjonctions qui, faute de recul, on n'a jamais eu l'occasion d'observer dans le passé. Voilà, donc on a donc ce dispositif à 4 étages, et maintenant je propose à Delphine de vous présenter la manière dont Kerinovia en fait aborde ce volet d'accompagnement, et puis on reviendra sur les aspects d'assurance plus tard. Merci Luc, bonjour à tous. Alors, donc Cap Agronomie, c'est un programme innovant qui a été conçu par l'Institut technique, par Terinovia, dans l'objectif d'accompagner les agriculteurs dans leur changement de pratique à l'échelle du système de culture, tout en sécurisant le potentiel de production des exploitations.
Donc les ingénieurs en région ainsi que les spécialistes de l'Institut se mobilisent sur le terrain pour former les conseillers, pour les accompagner ainsi que les agriculteurs et évaluer l'impact du changement de pratique sur les différents critères que peuvent être par exemple le rendement, les marges, les IFT ou le temps de travail. Le programme est actuellement déployé sur plusieurs territoires français comme les Hauts-de-France, le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté et l'Occitanie, et aussi bien en sol très superficiel qu'en sol profond, avec des systèmes de culture qui sont très différenciés. Donc, c'est pour ça que Cap Agronomie nous a tout de suite semblé adapté au projet PRAM, car il permet de monter en expertise opérationnelle par la formation sur une problématique qui est donnée, comme par exemple ici la diminution de l'usage des produits phytosanitaires, et de mettre en place un accompagnement qui est approprié aux agriculteurs, pour sécuriser leur transition vers un système de culture moins dépendant aux phyto, tout en retrouvant la rentabilité de leur système. Suivante. Donc, Cap Agronomie, ça a été conçu en réponse à un constat que nous partageons tous, j'imagine, c'est la production, elle est exposée aux aléas climatiques et est de plus en plus sensible aux bioagresseurs. Le contexte phytosanitaire actuel et à venir est de plus en plus complexe et, à contrario, on peut dire qu'il y a assez peu d'accompagnement disponible pour les agriculteurs dans la transition et le changement de pratique à l'échelle du système de culture. Pourtant, les enjeux sont là, c'est ce que vous voyez en bleu au-dessus, c'est-à-dire que les enjeux sont là, c'est le maintien des cultures et du niveau de production pour la souveraineté nationale et l'approvisionnement des unités de transformation sur le territoire. C'est le maintien de la compétitivité des exploitations agricoles et l'adaptation des pratiques et du conseil à la transition agroécologique. Donc, nos objectifs sont, après une période de transition, vous voyez, entre le constat et les objectifs, nos objectifs sont d'atteindre 100% des cultures robustes, de stabiliser les volumes produits ou collectés en interannuel et d'avoir une montée en compétences et en expertise agronomique de l'ensemble des conseillers sur l'agroécologie. Le programme Cap Agronomie est là justement pour accompagner les agriculteurs pendant toute cette période de transition et les aider à faire évoluer leurs pratiques à l'échelle du système de culture et sécuriser justement cette transition. Suivante. Alors, Cap Agronomie, c'est quoi exactement? Alors, c'est un programme complet pour les conseillers et pour les agriculteurs qui est basé sur 4 fondements: la fertilité du sol, l'agronomie, la réussite de l'implantation et l'observation. C'est une offre d'accompagnement des conseillers et de leur groupe d'agriculteurs dans la mise en place de nouvelles pratiques pour répondre aux problématiques des agriculteurs, à leurs besoins ou à leur envie simplement d'évoluer. Pour cela, on travaille pour faire évoluer le conseil agricole avec des formations spécifiques, terrain, très opérationnelles, pour agir à l'échelle du système de culture, en intégrant toutes les espèces de la rotation et avec des pratiques, et puis en intégrant toutes les pratiques qui sont mises en œuvre, et avec l'impératif de remettre toujours l'agriculteur et son système de production au centre du conseil. C'est-à-dire qu'ici, on cherche à aider les agriculteurs à trouver des solutions qui sont adaptées à leur situation, à leurs objectifs de rentabilité, mais plutôt que de leur fournir des solutions toutes faites. Et l'autre point, c'est qu'on accompagne les producteurs dans la transition agroécologique et le changement de pratique autour d'une problématique d'entrée qui est identifiée par les agriculteurs. Et pour cela, on va diagnostiquer les situations à faire évoluer et mettre en place des actions de changement, accompagner ce déploiement en fait, et après en évaluer l'impact. Suivante. Alors, comme vous l'aurez compris, Cap Agronomie, ça se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est le temps de la montée en expertise par de la formation-action, donc que vous voyez sur le schéma. Donc là, en fait, c'est vraiment les ingénieurs et les spécialistes de Cap Agronomie qui vont accompagner sur le terrain les conseillers, parfois avec leur groupe d'agriculteurs. Ça dépend vraiment du choix des structures qui souhaitent cet accompagnement. Et là, on va les former à la démarche, aux outils et à l'accompagnement qui sera mis en œuvre. Et le deuxième temps, c'est le temps du déploiement, de l'accompagnement justement des agriculteurs dans leur transition. Donc là, je vais faire un focus sur la diapo suivante, sur le temps 2 de Cap Agronomie. Donc, le but ici, c'est d'aider, d'accompagner l'agriculteur qui est soumis à une problématique nouvelle ou montante ou qui a simplement envie d'évoluer.
Donc, je vais faire le parallèle avec une problématique très concrète. Donc, vous le voyez en dessous, j'ai illustré par un champ de céréales, une parcelle qui est infestée de graminées, donc vulpins et raigrats. Donc, ça, c'est l'identification de la problématique d'entrée. Donc, c'est le point 1, c'est-à-dire qu'on va écouter l'agriculteur, identifier sa demande et la thématique de travail sur lequel il veut avancer. Suite à ça, on va faire un diagnostic initial de quels sont les leviers qu'il pourrait mettre en place, quel est vraiment le problème et à quel niveau est-ce que tout ça se situe. Le deuxième point, la deuxième phase dans ce temps 2, c'est la conception, ce qu'on appelle du projet agronomique de l'agriculteur. Donc là, il s'agit plus d'une feuille de route de ce que l'agriculteur pourrait mettre en œuvre pour lever justement cette problématique et avancer, faire changer ses pratiques tout en sécurisant le dispositif. Et pour ça, on travaille aussi beaucoup avec des ateliers de co-construction pour construire justement des solutions et les décisions-actions qu'il pourra mettre en place. Donc là, vous voyez sur le petit schéma en dessous, c'est le temps 2, où là, on va voir par rapport à cette problématique d'entrée graminée, les différentes solutions qui sont disponibles pour lui, qui peuvent être l'allongement de la rotation, le recours à un autre travail du sol, ou bien alors une autre façon de gérer les pailles, de gérer les résidus, ou alors changer tout simplement aussi ces programmes et ces solutions herbicides. Donc, le temps 3, c'est la mise en œuvre du projet agronomique de l'agriculteur. Donc là, c'est-à-dire qui va mettre en œuvre la feuille de route qui était établie avant. Donc, par rapport à mon schéma, vous voyez sur cette frise les différentes flèches de couleurs. Ça représente une rotation avec chaque couleur étant une espèce. Et on voit que au bout de chaque campagne, là, on arrive au temps 4, on fait l'évaluation du projet. Et pour savoir si tout s'est bien passé, s'il y a des choses qu'on peut rectifier, s'il y a des choses qu'il faut continuer. Et on est toujours dans une boucle de progrès pour, in fine, arriver à la fin d'un cycle de transition pour justement évaluer le projet et savoir si on est arrivé à un niveau assez sécurisé de cette transition et qu'on a retrouvé la rentabilité pour l'agriculteur. Suivante. Donc, pour conclure, je reboucle sur l'utilisation de Cap Agronomie dans le projet PRAM. Donc, d'une part, la formation, comme vous l'aurez compris, va assurer la montée en expertise opérationnelle et le transfert de méthodes et d'outils aux conseillers. Puis, l'accompagnement à la transition passera par le diagnostic initial, l'évaluation du risque encouru, s'il n'y a pas de changement de pratique dans un contexte en évolution, que ce soit le climat, la réduction des phytos, la fertilité du sol, voilà, il y en a beaucoup. La co-conception d'un modèle de production plus robuste et adapté aux contraintes ou aux évolutions. Et là, ce sera avec la mise en évidence des aléas et des risques récurrents, transitoires, qui impactent la production dans ce nouveau modèle. Puis la mise en œuvre accompagnée, vous l'aurez compris. Et enfin, in fine, l'évaluation et le suivi d'indicateurs multicritères de performance. Voilà, donc j'en ai terminé pour la présentation du programme Cap Agronomie. Je suis à votre disposition à la fin pour répondre aux questions. Et là, je vais repasser la parole, je crois, à Luc pour la suite. Oui. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, puisque c'est fait pour ça. Alors, vous avez vu effectivement que le changement de pratique va porter en fait des modifications. Ces modifications, elles sont autour de risques. Et je vais maintenant vous présenter comment est-ce qu'on peut évaluer ces risques, hein, et à partir de là, voir les aménagements, les réponses en termes d'assurance qu'on peut porter. Alors là, c'est le schéma de la démarche qu'on a mis en œuvre, qu'on a développé au travers du projet Aruldico, hein, donc sur un projet de colza zéro insecticide, où l'objectif, c'est effectivement de déterminer dans quelle mesure est-ce que le projet, cette pratique de zéro insecticide est acceptable à l'échelle d'un agriculteur et quelles seraient les réponses qu'on va pouvoir y apporter. Alors, on va partir en fait de la situation initiale, hein, pour voir quel est le risque qu'on a à l'échelle avec des pratiques conventionnelles ou les pratiques en place. Pour ce faire, on s'appuie sur le modèle actuariel, donc c'est un modèle qui permet de calculer des primes de risque, alors traditionnellement pour l'assurance telle que l'assurance récolte, hein, et on s'appuie sur le modèle actuariel donc qu'on a développé avec l'Université du Mans. Et ce modèle, il a une spécificité, c'est qu'en fait,
on calcule le risque à l'échelle de chacune des 432 petites régions agricoles françaises. Et c'est donc la carte que vous avez là, où vous voyez qu'on a des découpages qui ne correspondent pas au découpage administratif parce qu'on est sur des régions qui sont d'un point de vue pédoclimatique homogènes et donc sur lesquelles on considère que le risque est a priori équivalent. Et donc dans chacune de ces régions, pour les principales cultures, on a une connaissance du risque et on est capable d'associer la pratique à un coût. On va ensuite estimer l'écart qu'on a entre cette nouvelle pratique et la pratique conventionnelle. Alors pour ce faire, on a plusieurs techniques qu'on met en œuvre. On commence par un dire d'expert. Le dire d'expert, c'est assez simple, hein. Il s'agit d'interroger les sachants, donc les techniciens, les conseillers, les agriculteurs, pour savoir comment ils évaluent les risques et où ils situent les risques, de façon à ce qu'on puisse identifier les points qui vont poser problème. On va ensuite pouvoir mobiliser quelques données quantitatives, hein, qui sont des résultats d'observation. Donc, on va regarder quelles sont les pertes, quelles sont les infestations auxquelles on a pu avoir lieu, notamment dans le cadre du colza zéro insecticide, où comme on supprime les traitements insecticides d'automne, on s'expose en fait à des infestations. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir comme ça quantifier, qui ont été étudiées notamment par les instituts techniques. Et donc là, dans le cas présent, on a pris des données d'observation de Terrinovia sur une durée qui est finalement assez courte, hein, puisqu'on a 4 campagnes d'observation, donc ce qui n'est pas énorme. Et on va ensuite appliquer des techniques statistiques d'assurance pour estimer le surcoût du risque qui est lié à cette transition. Et donc là, vous avez le graphique sur la droite qui présente la comparaison des rendements qu'on peut espérer en pratique conventionnelle, c'est en bleu, et puis dessus en jaune, on a superposé une pratique de colza robuste et d'aéro-insecticides. Donc le colza robuste, c'est les fruits de Cap Agronomie traduits sur le colza et donc qui permettent d'avoir un colza qui est plus résistant. Et ce colza plus résistant, à partir de là, laisse envisager, rend possible le renoncement aux insecticides d'automne. Pour autant, on voit qu'on a un décalage en fait dans la distribution des rendements qu'on peut espérer, avec dans certains cas des rendements qui peuvent être légèrement supérieurs ou des rendements qui peuvent être inférieurs. Et on a notamment une exposition sur de pertes plus importantes, hein, dans des cas assez rares, mais c'est ces pertes qu'on va essayer de voir, du moins de chiffrer, pour pouvoir ensuite envisager de les indemniser. Alors, si on passe à l'exercice de quantification, hein, l'exercice de quantification, là, vous avez un exemple sur une exploitation de Haute-Picardie, donc où on a considéré un passage d'un colza conventionnel à un colza zéro insecticide. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a traduit l'adoption d'une pratique de colza zéro insecticide se traduit par une augmentation du risque moyen de 97 € par hectare, sur un produit brut qui est, dans le cas présent, autour de 1 400 €. Donc, c'est loin d'être neutre. Si on combine une pratique de colza zéro insecticide avec une pratique de colza robuste, on va diminuer ce risque et il est ramené à 50 € par hectare. Ce risque, on peut aller plus loin et regarder quelle est la part qui est une part qui porte sur des pertes importantes. Alors, on a pris
le seuil de 20%, hein, ou la part qui est sur des pertes moindres entre le rendement moyen et 20%. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a cette ventilation qui est ici d'un tiers, 2 tiers, hein, et où on a donc 34 € par hectare qui tiennent à des pertes supérieures à 20% et 16 € qui tiennent à des pertes inférieures à 20%. Alors, on l'a fait parce qu'on se place dans une perspective d'un dispositif équivalent à la multirisque climatique, mais je vais y revenir plus tard, il faut qu'on s'arrête déjà pour voir où se positionne traditionnellement un système d'assurance. Lorsqu'on parle de risque, on va traiter les risques en fonction, d'une part, de leur fréquence et d'autre part, de la gravité des pertes qu'on peut être amené à subir. Et ça va nous déterminer 4 compartiments, hein, alors qui sont des compartiments avec des frontières assez floues, mais qui correspondent premièrement à des pertes du moins de faible ampleur et qui sont assez rares, hein, avec des fréquences de 10 ans ou plus. Et donc là, on est dans une situation où il faut absorber le risque, c'est-à-dire qu'il va falloir le supporter. Lorsqu'on a une fréquence qui augmente, on va se retrouver avec des risques qui peuvent apparaître tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Et à partir de là, on va essayer de les limiter. Et là, c'est encore valable si on a des gravités qui restent relativement contenues. Lorsque la gravité augmente, on va avoir 2 possibilités. Si la fréquence est faible, hein, c'est-à-dire qu'on a des risques qui vont des aléas qui vont se produire tous les 10, tous les 20 ans, on va pouvoir essayer de transférer ce risque, on va être dans le domaine de l'assurance. Bon, si la fréquence est trop élevée, hein, il faut éliminer le risque et ça conduit à changer de pratique, voire à écarter cette production. Alors ça, c'est un schéma qui est un petit peu un peu théorique. On situe classiquement dans une frontière qui est une frontière qu'on situe autour de 20% aujourd'hui. Pourquoi? Parce que 20%, ça correspond en fait à la franchise de la multirisque climatique, qui représente une bonne part des risques auxquels est exposé un agriculteur sur ses productions. À partir de là, on va pouvoir mobiliser des dispositifs d'accompagnement et de prévention. Ces dispositifs, hein, c'est ce que vous avez expliqué Delphine, ils trouvent leur sens en fait pour les risques qui sont les plus courants et qui vont avoir une incidence assez faible. Pour les risques les plus importants, on va se retrouver à essayer de mettre en place des dispositifs assurantiels. Et ensuite, sur les 2 autres compartiments, il y a les risques qu'on ne peut pas gérer parce qu'ils sont trop fréquents et trop graves, on élimine. Et les autres, ils vont être pour partie couverts par des primes filières, des PSE, des MAEC, qui ont aussi d'autres vocations. Mais il faudra que ça rentre un peu dans cette compartiment. Si je reprends l'exemple qu'on a en Haute-Picardie et qu'on applique un système équivalent à ce qu'on connaît aujourd'hui en multirisque climatique, donc avec une assurance qui couvre le risque avec une franchise supérieure à 20% et une prime qui est subventionnée à 70%, on est dans une situation où le coût de mes pertes, qui est en moyenne de 34 € par hectare, hein, ce coût des pertes va se décomposer, va être pris en charge pour partie par une subvention, donc à 70%, qui fait environ 24 €, et le reste à charge sera de 10 €. Et ensuite, on aura un deuxième un surcoût qui correspond à la part entre le rendement moyen et une perte de 20%, qui est en moyenne de 16 € par hectare et qui doit être assumé là par l'agriculteur. Donc au global, ça fait un reste à charge qui est de l'ordre de 26 € par hectare.
Et l'objet du dispositif à inventer dans le cadre de PRAM, c'est bien de voir comment est-ce qu'on est capable, d'une part, de mettre en place des systèmes de garantie qui permettent d'apporter une couverture qui serait du même ordre que celle que propose l'assurance récolte, et comment aussi couvrir l'autre partie du reste à charge, tout partie. Alors, c'est là où on arrive sur le dernier compartiment, donc sur les incitations, puisque on voit qu'on a dans notre architecture les 4 volets, le volet d'accompagnement, le volet de formation. Ensuite, on a un volet d'assurance qui vient plutôt couvrir la partie supérieure du risque. Et au niveau des incitations, il faut trouver des dispositifs qui portent sur la baisse des performances et les surcoûts récurrents. Bon, mais c'est des dispositifs qui existent au travers de mesures en place. Et le véritable enjeu, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut réussir à articuler ces différentes mesures qui, d'un point de vue réglementaire ou en termes de fonctionnement, n'ont pas tout à fait les mêmes éléments. Voilà. Donc, j'en ai fini. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de passer aux questions-réponses, si on en a. Oui, bonjour. Alors, il y en a dans le chat. On va peut-être le prendre par ordre de la présentation. Donc, il y avait une question pour Anne qui demandait qu'est-ce que vous voulez dire par le terme massification? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été faites sur la réduction de produits phytopharmaceutiques qui sont beaucoup en fait à l'échelle d'une exploitation. On a un certain nombre d'exploitations qui ont effectivement réduit leur utilisation, mais on n'a pas cet effet de tache d'huile ou effet de massification à l'ensemble, ou en tout cas une part significative des agriculteurs. Donc là, l'objectif de l'utilisation du terme massification, c'est qu'on sorte de ce côté démonstration et qu'on arrive à ce que ça passe dans les pratiques plus communes, on va dire. Et donc l'idée dans le cadre du dispositif, sur la partie dans le cadre du dispositif, ce qu'on entend, c'est qu'on ait une part significative d'agriculteurs qui soient engagés et qu'on ait donc un effet un peu levier dans ce dispositif. Il y avait une autre question également sur qu'est-ce qu'un opérateur économique dans le cadre de la NIPRAM? Alors, ce qu'on attend, c'est des acteurs économiques au sens où des acteurs qui sont engagés directement avec des agriculteurs, donc une coopérative, un négoce, des transformateurs, des distributeurs, s'ils sont directement engagés avec des agriculteurs. Ça peut être, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir des acteurs de l'aval qui sont directement connectés aux agriculteurs et qui, du coup, ont un impact sur les cahiers des charges, les prix, etc. Les primes filières aussi. D'accord. Luc, c'est une question sur votre première partie. Qu'en est-il du choix opportuniste économique de l'exploitant agricole sans forcément tenir compte de la réalité des risques? Alors, je ne sais pas si je comprends complètement la question. Si on essaye de voir le choix opportuniste, s'il s'agit de voir aujourd'hui la situation est en fait que les agriculteurs sur des pratiques conventionnelles ou nouvelles ont une très mauvaise appréciation du risque. Vous demandez à un agriculteur comment est le risque que porte une culture ou une pratique, et c'est une question qui souvent n'a pas de réponse. Alors, qui s'apprécie par le coût de l'assurance, on peut lui proposer, donc ça c'est un coût, mais qui de fait est pas bien renseigné, et c'est nous ce qu'on essaye de proposer, c'est-à-dire d'essayer d'éclairer ces aspects-là. Donc pour autant, ça je sais pas si on sera capable en fait de répondre à tout. Je sais pas si j'ai bien compris, bien répondu, mais en fait, et voilà, ce sera pour l'instant.
Pardon, Delphine, il y a une question à propos de Cap Protéines. Quels sont vos indicateurs multicritères d'évaluation et de suivi de la performance? Merci. Ouais, de Cap Agronomie, pas de Cap Protéines. Oui, pardon. Et donc, Cap pas de Agronomie, souci, excuse-moi. beaucoup de Cap. Donc, les indicateurs qu'on utilise dans Cap Agro, en fait, bon, déjà, on a les indicateurs plutôt, on va dire, génériques, qui vont être le rendement, c'est quand même un très grand indicateur de la production, les marges, soit marge brute, marge nette. On peut aussi, en fonction du sujet qu'on travaille, regarder les charges de mécanisation, par exemple. Et puis après, il va y avoir aussi le temps de travail, qui est un facteur important. Et après, comme je vous le disais, en fait, Cap Agronomie, c'est très, très dépendant de la problématique d'entrée. C'est-à-dire que si on travaille sur une problématique d'entrée qui est en lien avec l'usage des produits phytosanitaires, on va regarder des indicateurs comme le nombre de passages ou bien les indices, les IFT, voilà, des choses comme ça. Si on va travailler sur une thématique d'entrée qui aura plus de lien avec la fertilité du sol, on va cette fois regarder d'autres indicateurs en lien avec la matière organique ou avec, par exemple, le taux de couverture des sols ou des choses comme ça. Donc, on aura toujours des indicateurs très génériques au départ et après des indicateurs plus fins qui seront vraiment en adéquation avec la problématique d'entrée et le besoin d'évolution qui est demandé par l'agriculteur. Ne coupe pas ton micro parce qu'il reste encore quelques questions. Donc, quel est le coût de l'accompagnement global de Cap Agronomie et qui c'est qui finance le temps passé entre les conseillers et les agriculteurs? Alors le coût de Cap Agronomie, il est en fait dépendant du temps qu'on y passe. C'est-à-dire que je crée en fonction de la demande, hein, vous l'aurez compris, c'est très modulaire, des propositions, des scénarios pédagogiques qui vont proposer à la fois un temps de formation et de montée en expertise adapté. Et donc ça va dépendre de l'entrée et donc un nombre d'heures passées pour nous, Terrinovia, en tant que formateurs, mais aussi pour les conseillers. Donc ça, c'est la première chose. Et après, le temps d'accompagnement qui est sur le long terme, hein, vraiment. Donc, pour ça, en fait, c'est difficile de vous répondre avec un chiffre comme ça tout de suite, puisque c'est dépendant du nombre d'heures qu'on y passe. C'est comme ça, en fait, que je fais les offres pour Cap Agronomie. Donc, voilà. Mais en tout cas, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est un engagement plutôt sur le long terme, puisque pour l'instant, toute la partie, le temps 1, vous vous rappelez dans mon topo, tout ce qui relève plutôt de la formation et de la montée en expertise, ça se fait sur plusieurs campagnes parce que voilà, c'est quand même le but, c'est à la fin d'être capable de proposer cette démarche aux agriculteurs d'accompagnement pour justement cette massification dont nous parlait tout à l'heure Anne-Laurent. Donc, il faut vraiment du temps pour la montée en expertise et après pour l'accompagnement des agriculteurs, c'est sur le long temps. Maintenant, concernant le financement, enfin la façon dont financent cela les conseillers et les agriculteurs, il y a plusieurs choses. Donc pour les conseillers, ce sont souvent les structures qui les embauchent, que ce soit des organismes stockeurs ou des chambres d'agriculture, qui prennent en charge le prix de l'accompagnement Cap Agronomie et qui peuvent avoir recours aussi à des fonds de formation pour les aider sur cet aspect-là. Et puis concernant les agriculteurs, là c'est pareil, il y a plusieurs modalités. Vous voyez, tout est à la carte, hein, mais c'est souvent en fait les agriculteurs, c'est plus pour eux un service. Ils y passent du temps bien sûr, mais c'est pour sécuriser en faire leur changement de pratique. Donc s'ils sont que dans la phase 2 de Cap Agronomie, en fait ils vont être amenés à mettre en œuvre ces pratiques. Donc je dirais que eux, ils ne sont pas financés pour ça. Par contre, s'ils veulent être formés avec les conseillers, hein, puisqu'on peut avoir des formations mixtes, là, voilà, soit ils financent eux-mêmes le temps qu'ils y passent, soit ils font appel à des fonds de formation comme Vivea, par exemple. Ok, et une question encore. Donc, bonjour, merci pour cette présentation du programme Cap Agronomie. Concernant l'appropriation de cet outil de formation accompagnement, quels sont les conseillers qui viennent à vous? Ok, donc là, j'avais un petit peu répondu. Donc, les conseillers qui viennent à nous jusqu'alors, on a beaucoup de conseillers de technico-commerciaux des coopératives et des organismes stockeurs. Donc ça, c'est une partie. On a aussi des conseillers de chambres d'agriculture. On peut avoir aussi des conseillers de bassins de captage ou voilà, de choses comme ça. Et puis, voilà, pour l'instant, c'est ça. Mais après,
tous les conseillers en fait qui accompagnent des agriculteurs peuvent tout à fait venir vers nous pour Cap Agronomie, parce que voilà, c'est vraiment la condition qui est importante pour faire ça, c'est d'être en contact avec les agriculteurs pour pouvoir après déployer cette démarche et faire bouger les pratiques agricoles et accompagner cette phase de transition en fait des pratiques. Donc voilà, c'est vraiment des conseillers agricoles qui travaillent auprès des agriculteurs, qui peuvent tous s'adresser à nous. Très bien, merci. Luc, il y a une question sur ta deuxième partie. Donc, le reste à charge ne prend pas en compte le coût d'accompagnement de l'agriculteur par un conseiller ou par des solutions agro ou AD. Non, alors à ce stade, on est vraiment sur un reste à charge qui, tel que je vous l'ai présenté, hein, on s'est concentré sur le chiffrage du coût du risque. Donc, et ça prend pas en compte les autres charges qu'il faut imputer, c'est-à-dire des charges de gestion de ce risque ou des charges qui sont liées à l'accompagnement technique qui va être nécessaire sur la partie accompagnement. Voilà. Donc on est vraiment sur une question coût du risque. Je vois qu'il y avait une autre question sur les coûts nets. Est-ce qu'on est en coût net ou en coût brut sur le reste à charge? Sur le reste à charge, on est vraiment en coût brut à ce stade. Justement, une des observations qu'on pouvait faire, c'est que l'ordre de grandeur auquel on arrive, qui est de 26 €, qui dans certaines régions est un petit peu plus important, dans d'autres un petit peu plus faible, ça correspond aux économies en gros de charges que va faire l'agriculteur en renonçant à ces traitements. Ce qui renvoie en fait, ce qui amène à bousculer un petit peu l'économie générale du dispositif. Ce qu'il faut, c'est réussir à retrouver des nouvelles équations, et je pense que ça sera qu'on aura à étudier, notamment au niveau des projets. Ok. Et donc, il y a une autre question, c'est comment le risque climatique est-il discriminé du risque sanitaire qui sont souvent liés? Alors, ma conviction, c'est que, sauf dans des cas très particuliers, on n'arrive pas à séparer, au moins de façon opérationnelle, le risque climatique du risque sanitaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les conditions climatiques, elles influent sur le développement des ravageurs et les conditions, elles influent aussi sur le développement de la culture. Et c'est qu'on est dans un système d'interaction avec des interactions qui sont complexes, qu'on apprécie plus ou moins bien aujourd'hui. Et donc, on a du mal à les différencier. Ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est d'identifier un coût du risque climatique sur des pratiques conventionnelles. On imagine que ce coût il est équivalent sur des nouvelles pratiques. Et donc, ce qu'on s'est essayé à faire, c'est d'estimer le surcoût en termes de risque que représentait le changement de pratique. Voilà. Et donc, on est bien sur cette interaction, mais on aura, je pense, si on envisage des diffusions à grande échelle, beaucoup de mal à séparer ces aspects climatiques et sanitaires. Ok. Delphine, une autre question. Est-il envisagé de déployer Cap Agronomie sur les autres régions non couvertes actuellement? Oui, bien sûr. C'est vrai que là, je vous ai dit les territoires sur lesquels on travaillait, mais en fait, on peut déployer Cap Agronomie sur l'ensemble du territoire national, étant donné que nous avons des ingénieurs régionaux qui sont basés partout. Donc ça, c'est pas du tout limitant. Donc non, pas de problème par rapport à ça, bien au contraire. Et également, quelles sont les perceptions des agriculteurs sur la démarche Cap Agronomie menée dans vos régions? Alors, en termes de perception, on a déjà, alors, je peux vous dire, voilà, déjà, si je parle des conseillers qui sont formés à la démarche et puis aux outils, c'est un premier public. Eux, ils sont ravis.
Au départ, c'est déstabilisant pour beaucoup d'entre eux puisque ça change de leur habitude de travail habituelle et même de leur posture de conseiller, on va vraiment sur de l'accompagnement et sur quelque chose de très, très agronomique finalement. On active d'autres leviers donc, et on utilise de nouveaux outils pour eux. Donc, c'est au départ très déstabilisant, mais au final, ils sont tous conquis et on évalue en fait leur montée en expertise au fur et à mesure. Et à la fin, tous arrivent à des niveaux qui sont vraiment incroyables. Donc, on est très, très satisfait de ce premier temps-là. Et concernant les agriculteurs, en fait, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que en fonction de la thématique, hein, parce que vous l'aurez compris, c'est très modulaire, voilà, tous sont ravis à la fin, mais c'est quelque chose qui est volontaire de leur part, puisque comme vous l'avez vu dans la démarche, c'est de la co-construction, c'est-à-dire que c'est l'agriculteur qui va proposer des solutions qu'il est capable de mettre en œuvre avec son système de production, avec le matériel qu'il a, avec sa rotation, avec les marchés qu'il a aussi, et puis son type de sol, son potentiel. Donc c'est vraiment l'agriculteur qui, accompagné de son conseiller et de Terrinovia, va proposer des leviers, des solutions qu'il est capable de mettre en œuvre. Donc en fait, ils sont tous très satisfaits à la fois par la montée en compétences, l'éclairage que ça apporte, et puis les résultats de tout ça. Même si parfois, effectivement, ça demande de changer, le changement de pratique, de toutes les façons, c'est jamais très confortable, mais justement, le faire accompagner, c'est quelque chose qui est très positif. Donc, il y a encore une question pour Luc. Donc, vous avez évoqué la possibilité d'un transfert de la couverture du risque de l'agriculteur vers l'aval de la filière. Quelles seraient les caractéristiques de cette assurance filière et comment s'articulerait-elle avec l'assurance spécifique agriculteur? Alors, on a effectivement, on a beaucoup de solutions d'assurance et d'architecture d'assurance qui sont possibles hein, avec des partages de risques. Donc, en fait, pour resituer, aujourd'hui, on a quand même une référence qui est la multirisque climatique. Parce que c'est un système qui a fait l'objet d'un gros effort des pouvoirs publics, qui est porté par les organisations professionnelles et qui vise à bien mieux couvrir le risque climatique avec des contraintes. Dans le cadre actuel, c'est que on n'est que sur du risque climatique. Le deuxième cadre, la deuxième contrainte, c'est qu'on est sur une franchise qui est à minima de 20%. Et donc là, ces contraintes, elles sont importantes. Donc, il y a un débat pour savoir comment on peut ouvrir en fait ce cadre avec des dérogations dans le cadre de PRAM ou peut-être plus largement, mais au moins dans le cadre de PRAM, et de façon à pouvoir imaginer d'autres scénarios. Ces autres scénarios, lesquels sont-ils? C'est d'avoir une garantie complémentaire sanitaire, et puis c'est, pour répondre à la question, au niveau du financement, de permettre à d'autres intervenants de prendre en charge une partie du risque. Alors, une partie du risque, soit sur la garantie financière, soit sur la tranche qui est qui correspond en fait à la franchise. Et donc où là, c'est éventuellement l'aval qui pourrait intervenir. Une autre solution après, c'est que ces acteurs de l'aval, eux, se fassent souscrire une assurance qui serait liée au cumul de risques. Cumul de risques lié aux agriculteurs. Et ensuite, cette assurance, soit en cas de dommage, du moins d'aléa, ils en gardent le bénéfice, soit ce bénéfice est redistribué au niveau des agriculteurs qui sont engagés dans le dispositif. Voilà, alors il y a plusieurs choses à expertiser, mais il faut effectivement qu'on puisse le faire de façon un petit peu au cas par cas. Voilà. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que jusqu'à présent, on a quand même un aléa réglementaire assez fort qu'on espère lever au travers de l'AMI pour pouvoir avoir la possibilité d'amener des réponses assurantielles qui soient un peu dérogatoires par rapport à ce
qu'on connaît sur la multirisque climatique, de façon à pouvoir être compatible avec cette multirisque climatique et à pas obliger les agriculteurs à choisir entre soit la multirisque climatique, soit un dispositif PRAM. On va répondre peut-être à une dernière question pour Anne. Est-ce que dans le cadre de l'enjeu de massification, la centralisation et la gestion des données nécessaires, par exemple à un dispositif assurantiel, rentrent dans le périmètre de cette AMI? Alors, je vais prendre un angle de réponse à cette question. Je ne sais pas si c'était ce qui était attendu, mais ce qu'on attend, c'est qu'il y ait effectivement un suivi au moins de tirer de ces projets des références et qu'il y ait donc de la méthodologie. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un suivi donné. Après, ça peut être porté par un acteur en consortium qui peut être. Il y a des acteurs effectivement de la donnée qui peuvent se rajouter, mais après, on n'a pas. Voilà, ça c'est pas forcément extrêmement défini à date, mais on souhaite quand même un aspect métrologie et référence. On a le temps peut-être pour une dernière question ou... Oui, allons-y. On a une dernière question, c'est comment se positionnent les assureurs vis-à-vis de ces risques peu maîtrisables, car non seulement dépendants des aléas, mais maintenant du risque bioagresseur, qui dépendent de plus du système de culture et à l'état de transmission. Je suis pas sûre même moi de comprendre la question. Non, c'est savoir est-ce qu'il y a une appétence côté des assureurs. Comment alors moi je pense ce qu'on voit c'est que c'est un sujet sur lequel tous les assureurs ou tous les courtiers qui interviennent dans le secteur agricole sont en veille, hein, à minima. Ensuite, on a des expérimentations qui ont eu lieu, qui sont envisagées. On en parlera plus en viticulture à court terme, mais je pense qu'il y a il y a au moins une attention et on voit bien que ça répond en fait à une demande des pouvoirs publics au travers de PRAM, des agriculteurs de façon plus générale pour pouvoir prendre en compte la couverture d'un certain nombre de dommages liés aux bioagresseurs. Donc moi je doute pas en fait qu'on trouve des assureurs pour se positionner sur ce type de sujet, à condition qu'on ait un cadre de soutien qui soit au moins équivalent à celui de la MRC. Derrière, on ait une certaine perspective réglementaire qui permette de conduire des expérimentations sur les quelques années, au moins sur la durée du programme PRAM, de façon assez sécurisée. Voilà. Alors, il est 15 h, je propose donc qu'on mette fin en fait à ce webinaire. Il me reste à vous remercier d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je remercie aussi Anne-Laurent de s'être rendue disponible et puis Delphine pour nous avoir expliqué tout ce qu'on allait faire ensemble. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. Il y a un replay qui sera mis en ligne début de semaine prochaine. Et puis, on va vous adresser un questionnaire. Donc, si vous avez le temps et l'amabilité de prendre quelques instants pour y répondre, ça nous aidera à progresser et puis à conduire, à construire ces nouvelles réponses. Et puis pour ceux qui portent des projets, qui seraient intéressés pour réfléchir comment on peut les insérer dans le cadre du dispositif PRAM, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Dernier point, dans les annonces, donc Anne-Laurent vous a annoncé qu'il y avait un webinaire le 17 octobre qui sera organisé avec BPI France. Nous allons nous organiser toujours dans les suites d'Arundico, organiser un webinaire, alors plus à destination des acteurs de la vigne, et qui aura lieu le 18 octobre à 14 h. Donc peut-être à bientôt et puis merci encore de votre attention et de votre participation.